C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fortin en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi de Pascal Villeneuve. En commençant, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Un peu plus tard dans l'émission, on reçoit le journaliste du droit Marc Brassard. Mais avant de commencer, messieurs, comment allez-vous? Yes! Oh que oui, puis matin, c'est rare qu'on enregistre le matin, j'aime ça, j'ai ma voix AM ce matin. Restez bien branchés. Après la pause, tu gagnes un T-shirt. On boit notre petit café dans la tasse de la Brigade. Oui, c'est vrai. Ben, c'est le fun. J'ai rencontré quand même beaucoup de monde en allant livrer des tasses. C'est vraiment cool de pouvoir serrer la main à plusieurs personnes. Puis il y en a qui sont venus chez nous aussi. Puis fait que non, vraiment, on profitait pour les remercier. Puis continuer. Il y en a encore à vendre. J'ai encore une caisse avec quelques-unes chez nous. Fait que ayez pas peur, gênez-vous pas. Si vous êtes proche, on va s'arranger pour se rencontrer. Fait qu'en prime, vous avez un des artisans de la Brigade. Oui, j'en ai aussi à Montréal chez nous, si jamais il y en a. C'est vrai, oui. Oui. Hein? On est international. C'est fou de penser, tu as rencontré des auditeurs, c'est fou de penser qu'il y a vraiment du monde qui nous écoute. Ça, c'est complètement malade. C'est surprenant. Mettre un visage. Tu sais, du monde sur Twitter, encore là, c'est Twitter, tu sais, mais de vraiment rencontrer du monde que nous, on connaît pas. Tu sais, que personnellement ou que... C'est pas juste nos parents qui les ont achetés, là, tu sais. C'est ça, oui. Ah non, vraiment content. Ça a été plate quand ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, puis c'est nos 3 qui jasent, puis qu'on se crie à se faire un scénario. On sait jamais. C'est ça. Mais si c'était juste ça, on le ferait pareil. Moi, je le ferais pareil. Moi, je pense qu'on aime assez ça pour... se jaser. C'est juste que des fois, tu sais, ça nous permet de rencontrer du monde, jaser. Nous, on en retire chacun de notre côté à apprendre à découvrir, apprendre à connaître du monde, à jaser de notre équipe. Puis s'il y a du monde qui écoute, tant mieux. Puis en plus qu'on réussit à rencontrer quelques personnes, non, c'est super. Monsieur Fortin, Yes. vous nous avez préparé un petit warm-up ce matin. Petit warm-up. Donc, première des choses, Chris Neil est un 4e dans l'organisation à être retiré dans les hauteurs du centre Canadian Tire. La cérémonie a eu lieu avant le match contre les Blackhawks de Chicago le 17 février dernier. Selon Bruce Garrioch, Ryan Reynolds aurait trouvé ses partenaires pour la future achat des Sens. En tout cas, du moins, est-ce que c'est eux autres qui vont gagner le derby pour l'achat des Sens? Son fameux Sugar Daddy. Sugar Daddy, exact. C'est le groupe Remington qui est basé à Vaughan, en Ontario. Le groupe Remington est dans le développement immobilier commercial et résidentiel. Les Sens, en date du 18 février, sont à 7 points des Islanders. C'est la dernière place en série et détiennent 4 matchs en main sur eux. Messieurs, est-ce qu'on peut rêver et espérer que les Sens soient des séries? On va en discuter tantôt. Et on va faire un petit tour à Belleville, parce qu'on n'a pas parlé souvent de cette année. Donc, les Sénateurs de Belleville, cette saison, ça se passe moyennement bien. Après 48 matchs, une fiche de 19 victoires, 24 défaites et 4 en revers en prolongation pour un total de 43 points. Ce qui occupe la dernière place dans la division Nord. C'est Igor Sokolov qui, supposé là, pour une 2e saison consécutive, sera le meilleur pointeur de l'équipe. Actuellement, après 48 matchs, 13 buts, 28 passes pour un total de 41 points et un différentiel de moins 10. Et pour vous, messieurs, j'ai une devinette. Yeah! Devinette à JP. Donc, ma devinette. Combien de joueurs présentement ont joué au moins un match à Belleville cette année, comprenant gardien et les joueurs? Les joueurs qui sont dans l'alignement, là. Non, je parle de tous les joueurs. Mettons, là, combien de joueurs ont au moins joué un match avec Belleville cette année, comprenant gardien et joueur? Écoute, on doit être autour d'une 30aine certains, puis ça doit être un peu plus que ça. 45. 45, 36. OK.
Ben, Fogg, t'es pas pire. T'sais, ça fait 2 devinettes en ligne, là, que tu ouais. 43 pour être précis. 43 joueurs ont fait le va-et-vient dans l'alignement de Troyman et maintenant de Bell, je sais pas son prénom, là. Donc, quand on dit que la Ligue américaine, c'est une ligue difficile, puis difficile à... Ouais, c'est tough. À gagner, là, 43 joueurs, ça fait des joueurs pas mal. Il y a comme 2 façons de penser avec la Ligue américaine. J'écoutais je crois que c'est à Tampa Bay où est-ce que eux, ils disent, nous, gagner, perdre, ça change rien. Le but de la Ligue américaine, c'est de développer des joueurs. Si tu veux gagner, ce qui est facile, tu vas te chercher des vieux routiers qui sont habitués de jouer dans la Ligue américaine à gauche puis à droite, tu packs ton club avec ça puis tu vas tout gagner, tu sais, parce que t'as pas de jeunes qui apprennent. Puis fait que l'important, c'est le développement. Puis après ça, t'as d'autres qui disent l'important, c'est d'avoir un environnement gagnant, un environnement de winner, un environnement où est-ce que c'est positif, où est-ce que ça va bien, peu importe peut-être pas qu'ils disent peu importe le développement des joueurs, mais ils mettent beaucoup l'accent sur avoir une équipe gagnante. Fait que tu sais, il y a vraiment 2 façons de le voir. J'imagine que quand ça va mal, tu essaies de te consoler en disant oui, mais nos jeunes, ils s'améliorent, puis ça va mieux, puis quand ils vont à Ottawa, ils font bien, puis mais je pense que ça va juste pas bien. Premièrement, à cause des blessures, ils se font monter un paquet de joueurs. Là, les coachs, là, Bell, là, qui coach, il se fait demander qu'est-ce qu'il pense de la performance de Sogard, puis il fait juste parler des sénateurs. Tu sais, ils ont bloqué beaucoup de shots, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On dirait qu'il y a une espèce de règne de terreur qui règne, là. Puis personne ne veut dire rien sur aucun joueur à cause de ce qui est arrivé à Troyman, je sais pas, là. Où ils ont mal compris la question, ou tu sais, c'était juste le temps de dire bien content pour lui, bien content que... Puis pas en tout, là, il a gardé la ligne corporate de l'équipe a travaillé fort en avant de lui. Mal compris la question. Il a carrément demandé qu'est-ce que t'as pensé de la victoire de Kevin Mendeleze de 46 arrêts. Oh, c'était un bel effort d'équipe. Oh, franchement. Ils ont bloqué beaucoup de tirs. C'est ça. En tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est que personne qui veut dire un mot sur personne. Ça, c'est pas de bon augure. Là. Ben non. Parce que lui, il se dit, c'est ma chance d'avoir un club intérimaire, puis peut-être me faire connaître, puis aller ailleurs, je peux pas prendre la chance de me faire mettre dehors. Mais tu sais, à quel point, d'un sens, c'est correct qu'il parle des joueurs, parce que c'est lui qui les développe. Qui en dit du positif, c'est tant mieux. Là. C'est lui qui les connaît le mieux. Là. Puis Belleville, depuis qu'ils sont à Belleville, ils ont fait les séries une fois, puis c'était... l'espèce de 2-3 ou 3-5 vite que tu vas jouer 2 matchs à l'étranger pour commencer, puis si tu perds 2-0... Ben t'as peu, par exemple, Belleville aurait pu se rendre loin l'année de la COVID. Ouais, ben oui. Avec des Drake Batterson, Josh Norris, tout ça qui était dans l'organisation, ça allait bien. Là, tout notre noyau aujourd'hui. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'allais dire. J'ai 2 souvenirs. Peut-être que je me trompe, mais de mémoire... Le club école des sénateurs d'Ottawa a eu des bonnes séquences de ce que je me souviens 2 fois. Quand ils ont gagné le trophée... Mais encore là, c'est-tu quand il y avait des bons vétérans? C'est-tu dans le temps non, Denis Hamel était là? Puis, tu sais là? Peut-être, mais à l'époque qu'il avait gagné, c'était avec Robin Leonard devant le filet. Oui, c'est vrai. Puis si je me souviens pas, il y avait du monde comme Bobby Butler, Eric Kondros, ces joueurs-là dans l'organisation. OK. Puis là, avec le nouveau noyau, juste avant la COVID, il y avait une bonne séquence, puis j'ai l'impression que ça aurait pu peut-être fonctionner en série. Mais à part ça, j'ai pas souvenir que l'équipe américaine, le club école des sénateurs d'Ottawa emmenait bien large, là, en général. Moi, je suis plus du camp. L'important, c'est de développer les joueurs. Moi, je suis plus de ce côté-là. Si l'espèce de machine à développer des talents puis à les monter fonctionne bien, c'est sûr que tu veux un environnement gagnant, mais... Tu sais, c'est ça. Il y a 32 équipes. Tu veux qu'ils soient compétitifs au moins pour leur inculquer il faut qu'ils apprennent à être un professionnel. C'est ça qu'il faut qu'ils apprennent. Mais je suis d'accord comme toi, Pascal. Moi aussi, ça passe par le développement. Puis à date, je pense que le taux de réussite est quand même bon là, pour l'organisation de Belleville. Ouais. On peut donner ça à Troyman puis à Luke Richardson qui était là avant. Ouais. Je pense que c'était 2 bons gars pour ça. Exact. J'ai trouvé ça fun, Luke Richardson qui était là. Ouais. Pour assister à la cérémonie du retrait du chandail de Chris Neal. Ben oui, c'est un de ses bons amis. C'est-tu pour ça qu'ils ont choisi de le faire contre Chicago, vous pensez? Je sais pas, mais à date, ils ont l'autre game pour Redden, je pense qu'ils ont choisi contre Anaheim. Fait que
je pense qu'ils choisissent des games qu'ils pensent qui vont bien aller. Red Dead Triple Redux? Non, mais c'était une équipe qu'on savait qu'on allait battre. Puis Chicago, c'est une équipe qu'on devait battre. On peut en reparler, là. Tu sais, ils n'ont pas pris ça contre Boston, là. Ouais, mais moi, j'aurais pris contre les Rangers ou quelque chose, une autre organisation pour laquelle il a joué. Le joueur a joué. Là, pour Christian, ça ne s'applique pas, là. Ouais. Mais c'est compliqué, là. Quand est-ce qu'ils viennent? Ça donne quand dans le calendrier. En longtemps que ce soit pas un lundi soir, s'il vous plaît. Mais si on peut en parler de la cérémonie de Chris Neal, si on fait, on pourra peut-être en reparler, là, si on fait abstraction de est-ce qu'il y aurait dû, est-ce qu'il n'y aurait pas dû, puis toute la Ligue nationale, personne comprend. Là. Mais moi, j'étais là hier, puis ils font ça à 6h. 6h le soir. Puis il y a un vendredi soir. Fait que se rendre à Canada à 6h, il y avait neigé dans la journée, les routes étaient moyennes. Nous autres, on est arrivés, on est partis à 5h, on s'est assis dans nos bancs à 6h10. La cérémonie a commencé. C'est quand même pas pire. La cérémonie a commencé, ça fait 10 minutes. Le stade est plein peut-être à moitié, je dirais. Fait qu'il y a encore beaucoup de bancs vides pendant que tout le monde fait leurs hommages. Pendant que Chris Neal arrive puis fait son discours. J'ai trouvé ça plate un peu. Il me semble que tu veux que le building soit plein, à craquer pour ce moment-là. Je dirais pas manque de respect, mais j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé ça plate pour Chris Neal qui, oui, à la fin, ça s'était rempli un peu plus, mais me semble que quand tu vois ce genre d'événement-là à Montréal, on sait que la game va commencer à 9h15. T'sais, s'il faut qu'elle commence à 9h15 parce que le monde a applaudi pendant 1 heure, ben ça va commencer plus tard. Je sais pas si la Ligue a son mot à dire ou si on veut tellement pas déranger personne. Je sais pas. Mais tu sais, super belle cérémonie, ça a super bien été. Chris Neal, son discours, c'était super beau avec sa famille, avec plein de monde qui sont venus faire des discours, soit en personne, soit à TV. Vraiment un bel événement. Puis Chris Neal qui est sorti par le bas des punitions, ça valait 100$. Par le bas des punitions, après ça, il a monté dans les estrades, faire des high-fives avec tout le monde. Fait que super bel événement. Mais je pense qu'il y aurait d'autres façons de faire ça pour attendre que tout le monde soit là. On a du chemin à faire, hein? Je sais pas c'est quoi. C'est tout le temps maladroit, ouais. C'est tout le temps un peu broche à foin. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Surtout la police de caractère sur la sur la bannière qui a pas passé au conseil des graphic designers de l'Outaouais. Non, pas du tout. Non, hein? Non. Scandale. Le pire, là, à tous ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que vous allez à l'Arena, vous regarderez bien comme il faut la bannière de Daniel Alfredson, puis vous comparerez la typographie utilisée pour Alfredson et pour Neal, et ce n'est pas la même. Et moi, ma question, on en a une super belle sur le dos des chandails actuellement. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas celle-là pour tout le monde, puis ça finit là? Et je vais dire une chose, les sénateurs d'Ottawa, présentement, ont un logo, mais n'ont pas d'identité de marque. Et ça, Design 101, l'identité de marque, c'est... Ouais, explique-nous ça. Un logo, c'est... Je suis pas sûr que je comprends. Un logo, c'est un logo. Ouais. Une identité, c'est une cohérence visuelle parmi tous tes instruments de marketing. Les bannières dehors, les bannières au plafond, les chandails, les billets. Les graphiques sur les médias sociaux. Les graphiques sur les médias sociaux. Puis tu sais, c'est correct que d'une saison à l'autre, ça évolue, puis ça change, puis il y a un visuel moteur qui change, mais il faut qu'en quelque part, surtout avec une équipe qui veut vraiment... qui arrive avec son nouveau logo depuis quelques années, qui veut vraiment se positionner avec ça de façon forte, il faut que tu reviennes, tu gardes ça simple puis que tu restes à quelque chose qui est de fort, qui fonctionne puis qui est cohérent. Voilà. Ouais. Ah oui. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Mais que les banderoles ne soient pas tout à fait pareilles, je sais pas. C'est-tu standard dans les autres ligues? Moi, je me dis, ils ont joué à des époques différentes, ils ont été retirés à des époques pas tant différents que ça, dans le fond. Les autres, ils ont pas mal, à part Finnegan, ils ont pas mal tout joué ensemble. Mais le chandail n'est pas retiré au même moment. Ça donne que le chandail a changé. Si c'est pas pareil... Ben, tu regardes au Centre Bell, ils sont tous pareils. Je sais pas, c'est ça. Les équipes originales, les Canadiens... Les Maple Leafs, c'est magnifique, là.
Si on est ailleurs, il y a une photo du joueur en arrière-plan, en noir et blanc, avec le numéro, je pense, en bleu dessus. Au Centre Bell, c'est sûr que c'est vraiment le derrière du chandail des Canadiens, avec la ligne bleue, les 2 lignes blanches, le numéro dessus, puis le nom en haut. C'est classique. OK. Les Red Wings, c'est la façon que le nom du joueur fait une arche en haut du numéro. C'est iconique. C'est ça qui est utilisé. Les Sénateurs, en ce moment, c'est très générique. C'est aussi rouge. On a décidé que notre couleur, c'était noir, mais on continue avec des bannières rouges. Ouais. Ouais. La bannière de Daniel Alfredson et celle de Chris Phillips utilisent encore le logo 3D. Est-ce qu'on va les changer? Est-ce qu'on va tous les mettre pareil? J'ai aucune idée. Il y a des équipes comme les Canucks, par exemple, qui ont tellement évolué dans leur look. C'est vrai. Ça a été noir et jaune et rouge. À un moment donné, c'était vert et bleu. Maintenant, c'est l'est. Puis avant ça, il y a eu une phase un peu bizarre où c'était genre Bourgogne et bleu marin. Ben, eux autres, la bannière reflète le chandail à l'époque duquel le joueur jouait pour leur équipe. Ouais. Ça fait du sens, je pense. Les Sénateurs, je pense qu'on pourrait se permettre de faire des belles bannières noires avec la typo qu'on a dans le dos présentement, mettre le logo 2D en bas, une bande rouge, je sais pas, quelque chose de fort visuellement. Puis on peut se permettre de tous les mettre pareil, là. Mais tu sais, pose-toi pas de questions, Fork, là. Tu regardes tu regardes les graphiques sur les médias sociaux des Sénateurs, Ah oui. puis allez juste voir, mettons, exemple, soit les Panthers ou le Kraken, leur publication Facebook ou Instagram d'annonce de match ou vice-versa. L'annonce d'un 500e point d'un tel joueur, là, c'est totalement dans un game. C'est pas toute la même game, là. On était complètement ailleurs, là. Ben, ils ont des professionnels, c'est simple de même. Qui peut arriver et régler tout ça? Ryan Reynolds! Un génie du marketing. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais oui. Pour qui qu'on sait que ça va être important? Veux pas. Je pense que si tu regardes le nombre de followers que les Sens ont, que la Ligue nationale a, on parle de, je pense, quelques millions, peut-être 5 millions, la Ligue nationale. Ryan Reynolds, c'est comme 20 millions là, de followers qu'il y a. Là. C'est ça. Fait que s'il est pour retweeter des affaires, puis s'il est pour exposer des affaires des sénateurs, je pense qu'il va vouloir que ce soit sharp. Fait que je pense que c'est quelqu'un pour qui ça va être un petit peu plus important. Puis si on voit tout ce qu'il fait avec son équipe de soccer, qui est populaire comme ça, aucune équipe de ce calibre-là devrait l'être, là. Puis le groupe Remington, moi je pensais que c'était ceux qui faisaient les rasoirs, mais apparemment non, c'est ceux qui font les... Quoi? Remington, il faisait des rasoirs. Fait que c'est pas ceux qui rasent les poils, c'est ceux qui rasent les portefeuilles des gens. Hey, ça aurait été des maisons. Ça aurait été bout de la merde que nos propriétaires, ce soit une compagnie de rasoirs. Hein. Là, la question c'est, il s'est associé à un groupe. Est-ce que c'est eux qui ont réussi à le convaincre le plus? Est-ce que c'est celui en lequel il croit le plus? Est-ce que c'est celui que Gary Bettman a dit qui était dans le lead? Pourquoi il s'est associé avec quelqu'un? Puis si c'est pas eux autres qui gagnent, il fait quoi? Apparemment qu'il va pas changer de groupe. C'est un peu... Tu sais, on se disait tout, attends, parle à tout le monde, puis tu verras... En tout cas, je sais pas à quel point ça réduit les chances que ce soit lui, qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre au bout du compte. Vaughan, c'est où ça? Vous êtes meilleur en Ontario que moi, là? C'est la ville de Vaughan, la compagnie... C'est à côté de Brampton. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que beaucoup de gens disent, c'est Markham, ça fait longtemps qu'ils ont essayé. Je pense que c'est pas le groupe qui a essayé de bâtir un aréna à Markham, puis qui serait intéressé d'amener une deuxième équipe à Toronto. Exact. Mais apparemment, c'est un groupe qui était intéressé par l'achat des Coyotes de l'Arizona. Oui, l'Arizona, ils ont essayé. Ils ont fait un bid, puis à la dernière minute... Ça semble être une banlieue au nord de Toronto. Fait que c'est un risque. À date, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde qui est impliqué, c'est des gens qui sont gros dans le marché de Toronto, mais pas, les hommes d'affaires sont là. Personnellement, je préfère avoir un très gros joueur de Toronto qu'un joueur gros de moyen d'Ottawa. Ouais. Ou 12 moyens joueurs d'Ottawa, je sais pas. Parce qu'un moment donné, on est tellement rendu dans un milieu où tout le monde est énorme. Ouais. Que si t'es average, un moment donné, on va avoir on va avoir la même situation dans 10 ans. Là. C'est surprenant pareil, hein, qu'ils parlent que 15 groupes sont intéressés. C'est beaucoup 15 groupes, là. Quand tu penses que
Ne serait-ce que les Sénateurs, quand ils se sont fait acheter par Melnyk, personne n'était prêt à les acheter. Les Canadiens, quand Gillette les a achetés, personne ne voulait les acheter. Personne ne voulait de ça, les Canadiens, là, au Québec, là. Même pas au Canada. Il fallait que ce soit un Américain qui vienne les acheter. Fou, ça. Fait que là, ouais. Puis les Sénateurs étaient sur le bord de la faillite. Fait que je trouve que c'est quand même un meilleur environnement positif de l'achat présentement. C'est parce que l'ancien propriétaire est mort et non parce que ça prend un sauveur qui vient nous sauver de la faillite. Fait que j'imagine que ça aide à avoir plus de gens intéressés aussi quand la business est dans une bonne condition financière relativement. Moi, je suis comme sous l'impression que Ryan Reynolds ne se serait pas associé à ce groupe-là s'il n'y avait pas une motadine de bonne idée que ça allait être eux qui allaient gagner. D'une part, j'en ai parlé avec Marco un petit peu, on s'est échangé quelques messages. Puis lui, il me disait que ce qui chicote dans tout ça, c'est que le groupe Remington semble plus vouloir développer que d'appartenir à une équipe de hockey gagnante, si on veut. OK, ouais. Puis c'est aussi un groupe qui n'a pas d'expérience dans l'industrie du sport. Oui, c'est une équipe de hockey, mais c'est un méchant gros projet immobilier. Ouais, c'est ça. Très gros. Moi, j'ai pour mon dire qu'un propriétaire qui fournit de l'argent puis qui s'efface publiquement puis qui laisse des gens, un conseil de personnes compétentes gérer l'aspect hockey de la chose, j'ai pas de problème avec ça. Non. Ouais. Même à la limite, je préfère ça qu'un propriétaire qui essaie de trop être impliqué. Tout à fait d'accord. Mais tu sais, avec les nouvelles arénas, moi, je trouve ça que c'est un beau fit, là. Avec une compagnie qui de développement résidentiel puis commercial. S'il veut créer une place centrale des Sens plus au centre-ville, ben, je trouve que un beau lien à faire. Là. Tout à fait. Ryan, tu es notre seul espoir. Faudrait tellement faire un meme avec ça. You're our only hope. Oui. Help us, Ryan Reynolds. You're our only hope. Puis là, tu vois qui ça pourrait être qui sort d'R2D2, là. Ouais, Spartacat. Spartacat. Yes, let's go. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Il est journaliste à la couverture des Sénateurs, Journal Le Droit. Marc Brassard, bienvenue à la brigade. Comment ça va, Marc? Ça va bien. Yes. Oui, ça va bien. Ça va bien. Marc, on va commencer par mettre les choses au clair. Ce soir, je suis énormément en infériorité numérique, comme vous êtes tous les trois de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, yes. Saguenay-Lac-Saint-Jean représente. Je vais poser la question difficile. Le gars de Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'imagine que ça n'a pas toujours pris pour les sénateurs. Moi, je suis un journaliste, donc je prends pas pour personne. En fait, là, je reste neutre. Je suis certainement pas un partisan des sénateurs qui ont repêché un de mes fils et qui l'ont pas signé ce contrat. C'est ça? Alors, c'est une équipe on va y revenir à ça. Depuis longtemps, depuis les débuts, depuis ni moins, là, mais non, un gars d'Arvida, ça prend pas pour les sénateurs. Quand j'étais jeune, moi, j'étais vraiment un ABC, anybody with the Canadians. C'est que les Nordiques, surtout les Islanders, parce que j'aimais beaucoup Chico Resch, puis c'était mon gardien favori. C'est que pas un partisan, certainement pas un partisan des sénateurs. OK, mais donc pas d'équipe précise avant la carrière, je veux dire. Avant la carrière, c'est ça. J'étais un partisan des Islanders. OK, ah ouais, hein? Islanders. Fait que ce que tu dis, c'est J'aimais que ça beaucoup se les peut. Islanders, comme je disais, à cause de Chico Resch, qui était mon gardien favori. Puis quand les Islanders gagnaient les 4 Coupes Stanley d'affilée avec Billy Smith devant le filet, ben j'étais un peu déchiré parce que mon goaler favori, Chico Resch, que j'ai connu plus tard, puis qui était un chic type, justement. C'était pas lui qui était d'un but, mais en tout cas, il était quand même un membre important de l'équipe des Islanders, comme Mike Bossy, Denis Potvin et compagnie. Donc, c'était une équipe qui était le fun à suivre quand j'étais jeune, qui était au fin fond du Saguenay, puis j'aimais pas le Canadien. Y a-t-il une haine des Canadiens au Saguenay? Oui. T'étais un ou t'étais l'autre. En tout cas, nous autres, c'était ça. Pendant la période qu'il y a eu les Nordiques, parce que les Nordiques n'ont pas été là tout le temps, mais comme jamais entendu l'expression ABC, là, anybody but Canadians, mais je vais le retenir, c'est sûr.
Non, c'est sûr que c'était un ou l'autre, puis pendant le gros de la rivalité au Saguenay, c'était 50-50 peut-être, 60-40. On se battait dans les rues, là, dans le gros de la rivalité. On jouait au hockey dehors, puis la moitié était d'un bord, la moitié était de l'autre bord, puis ça finissait tout le temps en chicane. Fait que, mais tu t'as dit de quoi, Marc? T'as dit, j'étais journaliste, puis donc t'es impartial. Je savais pas que ça se pouvait être journaliste impartial si on se fie aux médias montréalais, mais c'est bon de savoir qu'il y a encore des journalistes intègres. Il y en a beaucoup aussi à Montréal qui regardent ça avec un œil impartial le plus possible. C'est sûr que des fois, tu peux pas t'empêcher, quand tu cours une équipe à tous les jours, tu peux pas t'empêcher d'avoir des parfois personnels avec certains des joueurs, ou avec des dirigeants, ou avec moi, Pierre Dorion, j'ai connu son père qui était dépisteur pour Toronto, avant ça avec la centrale de dépistage, quand j'ai commencé ma carrière, Pierre Dorion Senior, c'était une source importante d'informations pour moi. Quand je parlais du repêchage, c'était un des gars importants à qui je parlais. Donc, j'avais une bonne relation avec Pierre Senior. Puis après ça, il est décédé. Le soir qu'il est décédé, j'étais au tournoi de golf de l'Aquasport. Donc, je le connaissais très bien. Puis Pierre Junior a suivi ensuite. Puis c'est ça, donc on se connaît bien, je le connais depuis longtemps. C'est sûr qu'il y a une distance qu'il faut conserver quand on est journaliste par rapport à des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Puis si on a besoin de les critiquer leurs décisions, faut le faire à l'occasion. Maintenant que je suis affecté à la couverture des sénateurs, c'est différent. J'ai eu une dizaine d'années où j'étais chroniqueur. Oui. Là, je mettais plus mon opinion que maintenant où je rapporte la nouvelle. Donc, dans le temps que j'étais chroniqueur, là, je pouvais dire, OK, il devrait concrétiser tel coach, il devrait embaucher tel autre à la place, ou je pouvais mettre mon opinion. Maintenant, c'est Sylvain Saint-Laurent qui fait ce travail-là. Oui. Moi, je me concentre à rapporter la nouvelle seulement. Est-ce qu'il y en a des deux que tu préfères? C'est quoi les avantages de l'un versus l'autre? J'avais fait le tour du jardin un peu pendant ma dizaine d'années comme chroniqueur. Puis, j'avais besoin d'un changement. Puis, donc, j'avais un changement de direction aussi au niveau du droit à cette époque-là. Donc, ça a tout bien tombé. Sylvain, ça l'intéressait. Donc, des idées nouvelles. Il y a un côté gestion aussi qui vient avec ça que je faisais, que c'était correct de faire aussi, mais après 10 ans à le faire tout le temps, c'est à l'occasion un peu pesant. Donc, c'était bien de passer le flambeau l'un à l'autre, puis de retourner à mes premiers amours. Moi, c'est couvrir une équipe, faire un beat, c'est comme ça que j'ai commencé au droit. Quand j'ai rentré en 87, c'était pour couvrir les Rough Riders. Donc, mon premier beat, ça a été la super saison 98 des Rough Riders. 2 victoires, 14 défaites. C'est rock'n'roll. Oh boy! J'aimerais qu'on retourne en arrière un petit peu. Comment Marc Brassard part de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et arrive de la région d'Ottawa-Gatineau? J'aimais ça, je suis curieux. Il dit avoir un passage en ATM, right? Je savais que je n'étais pas assez bon pour jouer, donc en partant, j'avais eu un peu la puce à l'oreille. Ma grand-mère m'avait dit, si t'es pas assez bon pour jouer dans une nationale, peut-être que tu peux écrire sur les autres. J'avais commencé à penser, je pourrais peut-être devenir journaliste. Puis, secondaire 5, j'avais pris mon cours pour apprendre à taper à l'école secondaire à Arvida. Puis, c'est ça. Donc, après ça, j'avais l'option d'aller en art technologie des médias à Jonquière. J'avais accepté là. Mais j'avais un de mes amis qui était un de mes anciens coachs, qui était juste 2-3 ans plus vieux que moi, qui lui, à l'Université d'Ottawa, qui me disait à m'amener à l'Université d'Ottawa, il accepte les gens qui sortent du secondaire. Fait que j'avais appliqué, l'orienteur à la polyvalente d'Arvida avait aucune idée que ça se faisait, mais effectivement, j'ai appliqué, puis ça prenait une moyenne d'environ 80%, si je me souviens bien. Puis c'est à peu près exactement ça que j'avais. Puis j'ai été accepté en art général à l'Université d'Ottawa avec l'idée de rentrer en communication en ma deuxième année. Puis c'est ça, j'ai fait 4 ans à l'Université d'Ottawa, une année de art général et ensuite 3 ans en communication pour avoir Puis je prenais pas de mes cours je choisissais tes cours à cette époque-là. Il n'y avait pas un cours de journaliste comme tel. J'avais appliqué pour
Je sélectionnais mes cours en fonction du fait que je voulais devenir journaliste à l'écrit autant que possible. Puis, c'est ça, j'ai été assez chanceux que quand j'ai fini mon cours à l'Université d'Ottawa, ben, je me suis trouvé un emploi ici au Le Deux Journal of de Vanier. Pendant un an, j'ai travaillé dans un hebdo qui était relié au régional de Hull, en fait, qui était à cette époque-là. Il y avait la revue de Gatineau, c'était la même compagnie. Et puis, c'est ça, je suis rentré là, j'ai fait un an là, et ensuite le droit à cette époque-là avait ses propres hebdos. Puis Louis-Ed Bergeron, qui était leur coordinateur, qui était un ancien journaliste du dimanche matin, le Journal de Montréal aussi m'avait approché pour me demander si je venir aux hebdos de droit comme coordinateur. J'ai commencé là, puis je faisais de la chronique économique, en fait. Puis, c'est ça, j'ai fait un an là avant qu'un Claude Tremblay, qui était à l'époque le chef des nouvelles, avait besoin de combler un poste de journaliste. Puis, il m'a demandé si je voulais même... À cette époque-là, les hebdos de droit ont été au premier étage, au 315 rideaux. Puis, la salle de nouvelles était au deuxième étage. Et puis, j'étais passé au deuxième étage. Puis, ben, je suis encore là 36 ans plus tard, même si on a changé de bureau 3-4 fois. T'es arrivé direct dans le sport. C'est ça que j'ai compris? Ouais, ben j'ai fait une année aux hebdos de droit, j'étais coordonnateur. OK, J'étais plus sur l'économie, c'était plus couvrir le RGA à l'époque, la Chambre de commerce, des choses comme ça. OK, ouais. Parler des gens, puis quand j'avais une chance d'essayer d'écrire sur le sport aussi. Puis quand je suis rentré au droit, c'était pour être journaliste au sport. Il y avait Jean-Pierre Boisvert à l'époque qui était devenu chroniqueur pour le droit, mais à Montréal. Et puis, il avait besoin de le remplacer. C'est moi qui avais eu ce poste-là. Tu disais tantôt que t'as été mandaté pour couvrir les Rough Riders. Est-ce que tu avais une connaissance dans le football? Oui, tu étais un fan de hockey, mais dans le football... Quand j'étais à la Rotonde, à l'Université d'Ottawa, j'ai écrit pour la Rotonde, le journal étudiant. Je couvrais le hockey, le football. OK. C'est sport, je couvrais les GGs, la Panda, j'en ai couvert plusieurs. Et puis... Quand j'étais à l'Université d'Ottawa, c'était ça la meilleure expérience que j'ai eue, vraiment, c'était à la Rotonde. Les 2 ans que j'ai eu là, j'ai fait un stage aussi au régional. Oui. Tant qu'à moi, c'est l'expérience beaucoup plus que les cours universitaires que j'aurais pu prendre, qui m'a donné qui m'a ouvert les portes pour Puis le journal La Rotonde qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à l'université, il n'y a quand même pas si longtemps, la Rotonde existait toujours. Est-ce que tu as déjà eu le goût de retourner dans ton coin? Est-ce que on a vraiment l'impression que tu as adopté en tout cas, la région t'a adopté. Maintenant, est-ce que tu es encore un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou tu te considères j'ai passé plus que la moitié de ma vie ici. Ça fait 42 ans que je suis dans la région ici. Okay. Quand j'allais à l'université, je retournais l'été. Puis je jouais au baseball avec les patrouilleurs d'Arvida. Puis je trouvais des emplois d'été, travailler à Alcan, entre autres, parce que je savais taper. C'est ça, quand j'ai fini mon cours, j'ai appliqué au quotidien. Puis eux, ils m'ont pas embauché. Puis comme un peu tout le monde, à cette époque-là, il fallait faire ses classes dans un hebdomadaire pour le temps. Puis comme un peu... Ça aurait été rentrer dans les grandes ligues tout de suite en partant. Tout le monde qui ont fait ça. Mais c'est ça, le quotidien. Après ça, je suis revenu dans le coin ici. Mon stage au régional m'a ouvert les portes pour rentrer au Journal de Vanier, qui était un petit hebdo de à peu près 16 pages, 20 pages. C'est là que j'ai connu Gisèle Lalonde, la tante de Denis Raton, puis d'abord grand-maître et compagnie. C'est ça, c'était mon premier travail. Je couvrais j'étais le seul journaliste. J'écrivais en français, en anglais, je prenais des photos, je faisais la mise en page. Donc ça, c'était mon premier emploi. Les photos, à l'époque, c'était sur film, dans une chambre noire, je les faisais moi-même, je les mettais en page, on faisait tout. Parenthèse, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on connaît tous dans la région ici, de proche ou de loin, quelqu'un qui travaille à l'Alcan. Non, oui, ça c'est sûr. C'est incontournable. Puis aujourd'hui, c'est sûr, moi j'ai travaillé à l'Alcan. Fait que, oui, vous connaissez quelqu'un aussi, vous voilà. autres. Mon père a travaillé téléctricien à l'Alcan pendant 45 ans. Mon père travaille chez Rio Tinto en ce moment. Fait que, C'est vrai? Oui. C'est ça, je te dis, c'est incontournable. On connaît tous quelqu'un qui travaille à l'Alcan. Comme ici, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille au gouvernement. Tu sais, c'est un peu la même affaire. Ouais. C'est ça.
Puis là, je travaille au gouvernement. Fait que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille au gouvernement aussi. Alcan, c'est le papier d'aluminium, ça, là? Oui, ben oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Oui. Oui. Je sais pas, moi. Je viens pas de là. Non, c'est ça. Mais là, ça s'appelle. Ils font toutes sortes de Ouais. produits en aluminium, là, mais Ouais, ça s'appelle plus Alcan maintenant, ça s'appelle Rio c'est une Tinto. grosse usine, Ouais, OK. ça change de nom maintenant, c'est Rio Rio Tinto, ouais. C'est ça. Tinto. Bon, ça fait plus exotique. Ouais, c'est ça. Ils ont été achetés quelques fois, ouais. T'as dit tantôt que tu étais au droit depuis extrêmement longtemps. T'as connu les sénateurs dès le début. Tu étais là dès le début, si je me trompe pas. Oui, ben, tu vois, quand ils ont envoyé le premier fax pour annoncer le fait qu'il était pour déposer une offre, ça s'est donné que c'est pas moi qui étais au bureau, c'était Pierre Jury. Puis Okay. en recevant ce fax-là, ben, c'est lui qui a comme hérité du dossier. Il a fait la première histoire pour le droit comme quoi que Bruce Firestone et une compagnie actuellement inconnue, Terrace Investment, était pour faire déposer une candidature pour avoir une équipe de nationale de hockey. À cette époque-là, c'était complètement inattendu. C'est sorti de nulle part. Personne n'avait entendu de rumeur à cet effet-là. Et c'est ça. Fait que c'est Pierre qui a pris le dossier les premières années. À l'occasion, c'est ça que moi j'écrivais un peu aussi, mais moi j'étais le plus junior des journalistes à l'équipe des Forts à cette époque-là. Donc, c'était pas moi qui avait ce beat-là. François Drapeau, le fils du maire Drapeau, était le plus d'ancienneté, mais lui, il était pas vraiment intéressé à couvrir les sénateurs. Il était en fin de carrière. Il couvrait les Olympiques. Il était parfaitement heureux de dealer avec Pat Burns à l'époque, et puis Alain Vigneault ensuite. Et puis, c'est ça. Le gros beat à cette époque-là, c'était les Olympiques. C'était vraiment ça le plus. Oui. Donc, moi, je faisais les Rough Riders souvent pendant la séance de football, puis une fois que le football était fini, souvent, à cette époque-là, on voyageait, on faisait tous les voyages avec les Rough Riders. Puis on allait même, une fois que on allait à la Coupe Grey à la fin de l'année, même si les Rough Riders soient là, non, ils étaient jamais là. Puis, c'est ça, à un moment donné, la saison finissait, puis j'allais au 67, la plupart du temps. Ça, j'allais dire, le 67 n'était pas dans le décor. Donc, Brian Kilray, j'ai commencé à le connaître quand je commençais au droit là. Puis, Ah, wow. ouais, c'est ça, je m'entendais bien avec Brian. Il y a bien des gens qui disaient, il était rough un peu avec les francophones aussi, mais si tu te présentais à tous les jours, il te respectait beaucoup, puis il avait su que j'étais un gardien de but. Je pense que c'est moi qui lui ai dit un moment donné, puis j'avais dit, si jamais tu as un des gardiens qui est blessé, tu me diras, puis j'irai le remplacer. Fait qu'à un moment donné, Peter McGlynn, qui était leur gardien, autour de 88-89, moi j'avais 25 ans, à ce temps-là, j'étais encore en parfaite forme. J'avais dit, mon gars-là est blessé, tu veux te finir? J'étais allé, puis c'est ça. C'était le premier. Castles, Chris Simon, Chris Simon il avait pris quelques tirs, il avait un tir un peu erratique dans ce temps-là, on dit, mettons, puis il n'était pas aussi à l'aise lui-même, là, il avait passé une coupe autour des oreilles, fait que Keller, il avait dit, il travaille demain, il lui a fait attention. Keller, il m'avait dit après que, je sais pas s'il avait été, c'était juste pour me faire une bonne histoire, là, mais il avait dit, t'aurais dû venir me voir quand t'es arrivé à Ottawa à 17 ans, t'aurais peut-être une chance de jouer pour mieux. Hey, Brian Kilray, petite parenthèse pour les gens qui savent pas, le coach des 67 d'Ottawa, qui a été coach de cette équipe-là, donc de la OHL, pendant 32 ans. 32 ans, le même coach de la même équipe. Incroyable. Je sais pas ouais. Non, je savais pas ça. Pendant 32 ans. Il est allé avec les Islanders pendant 3 ans aussi. Il était supposé succéder à Al Harbour. Quand Al Harbour a décidé d'arrêter de coacher, ils ont donné l'équipe à quelqu'un d'autre. Il est revenu avec les 77. C'est 29 ans de plus que DJ Smith, ça? Il est parti pour faire aussi longtemps, on sait pas. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans l'hockey junior ou c'est vraiment... c'est rare. C'est vraiment rare. Là, ça se faisait en Ontario particulièrement, que là, il coachait contre des Larry Mavety pendant des années. Il était là 20-25 ans, qui est une équipe qui était parfaitement heureux dans l'hockey junior, qui était bien traité, puis les portes de la nationale. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de coachs qui partaient du junior pour aller dans la nationale comme entraîneur-chef. Souvent, il allait dans la américaine. Un peu ce que Benoît Gros a fait. Benoît Gros était longtemps avec les Olympiques, pendant une dizaine d'années. Après ça, il est rentré dans la Ligue américaine, puis il est encore là. Moi, ça me surprend énormément. Mais on s'entend que Benoît Gros, s'il avait voulu être encore là, il serait encore là. Puis s'il voulait être là encore 10 ans, il serait là encore 10 ans. Tu sais, si c'était juste de lui, je pense qu'il... Autant lui, c'est un temps qu'il aurait voulu. Ouais.
J'aimerais ça, on en a parlé un petit peu tantôt, mais justement, quand les sénateurs ont annoncé leur retour, personne s'y en attendait. Comment... Ça doit être fou de travailler au sport pour un journal dans une ville où, justement, cette équipe-là arrive tout d'un coup. Comment c'était je vais dire, le vibe? Pour nous, c'était l'histoire de... Je ne t'attends pas vraiment. Moi, je pensais couvrir les Rough Riders puis l'hockey junior pendant des années, puis peut-être espérer aller à Montréal éventuellement pour couvrir un club national, peut-être, je pensais jamais qu'il y aurait un club national à Ottawa, puis ces gars-là, ils ont réussi, où pas grand monde croyait qu'ils étaient pour y parvenir. Ils ont sorti l'argent de leur chapeau pour convaincre la nationale que, oui, ils étaient capables de... à chaque fois que la nationale disait, OK, il est capable de payer 50 millions pour la franchise. Oui, pas de problème. Êtes-vous capable de bâtir une nouvelle arena? Oui, pas de problème. Êtes-vous capable de vivre pendant 3 ans au centre municipal? Oui, pas de problème. Fait ils ont cru, puis ça a fonctionné. C'était broche à foin un peu au début, mais ça a quand même fonctionné. Puis ils ont réussi à bâtir l'arena, ils ont réussi à changer de propriétaire éventuellement, mais c'est ça. Ils ont quand même réussi à bâtir une équipe, une franchise qui n'était pas là toute l'année, mais qui a passé proche. Puis... Oui, bien, justement, tu as couvert 2007. Tu étais là en 2007. Est-ce que tu étais à la couverture des sénateurs ou tu étais chroniqueur dans ce temps-là? J'étais chroniqueur à cette époque-là. Comment c'était? C'était comme un peu mes débuts comme chroniqueur. Je venais de passer de la couverture du hockey junior au sénateur comme chef de sport. Comment ça a été assez cool. Je pense que c'est ma première année comme chef de sport et chroniqueur. C'est un beau baptême quand même. Oui. Ça n'arrive pas souvent que... les années précédentes, je suis allé à l'occasion en couverture parce que comme l'année de Dominique Hachek, j'étais là également. Quand Dominique disait Baby Friday, c'était qu'il allait revenir de sa blessure au docteur. Ouais. C'est drôle parce qu'Alex Marchand nous dit la même chose. Lui, il est arrivé comme, je pense en 2007. Puis il dit, tabarouette, on se rend jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ça va être malade. On va faire ça à tous les années. Ça va être... Puis là, faut que tu en profites quand ça passe, peu importe quand est-ce que ça passe. Tout le temps, ouais. Marc, au moment où l'épisode va être sorti, ça va être passé. Le 17 février, les sénateurs retirent le numéro 25 de Chris Neal. Toi qui as été dans l'entourage de l'équipe aussi longtemps, je serais curieux de t'entendre sur l'individu qui était Chris Neal. Est-ce que tu as des choses que tu peux nous raconter? Chris Neal, Chris Neal était très particulier d'abord. C'était un gars qui était très superstitieux, très... Ah ouais, hein? Après chaque partie nationale, il fallait qu'il change les athlètes de ses patins. Et puis, très souvent aussi, quand il prenait deux paires de lacets pour en faire juste une. Il prenait l'habitude souvent d'en lancer un boost vers les journalistes qui couraient l'équipe. Quand il passait le proche de lui. Ben non! Ouais, non, c'est ça. C'était le genre de gars qui, s'il y avait un bon match, qui t'avait parlé le matin, ben il voulait te reparler encore le lendemain. Et c'est ça. Comme joueur de hockey, il n'y en a pas eu beaucoup des plus toughs que lui. Un poids moyen, Milo, mettons, quand c'est en termes de boxe, là, mais il reculait devant personne, même les poids lourds de l'époque, s'il fallait qu'il y aille avec eux autres, il n'était pas y aller avec eux. C'était un vrai tough. Mais selon toi, là, extérieurement, pour bien du monde, le retrait de Chris Neal, ça n'a fait aucun sens qu'un ce prototype de joueur-là ait son numéro retiré dans les plafonds d'un aréna. Toi, tu l'as connu en termes de journaliste, mais ton opinion de ça, parce que personne ne connaît l'individu de Chris Neal, tout le monde voit ses statistiques puis qu'est-ce qu'il a fait sur la glace, mais concrètement, est-ce que ce gars-là mérite ou c'est normal que son 25 soit retiré dans les hauteurs de l'aréna? Moi, j'aurais été d'opinion que retirer un chandail, c'est pour un joueur qui est comme légendaire dans une franchise. Un numéro 11. Le sénateur, le seul qui méritait ça jusqu'à maintenant, c'est Daniel Robertson, pas comme moi. Mais quand tu le fais pour Chris Phillips, ben là, tu ouvres la porte à Chris Neal. C'était deux joueurs qui ont marqué l'organisation par leur longévité, par le fait qu'ils sont restés ici toute leur carrière et qui sont encore ici, par leur implication dans la communauté. Donc,
Maintenant, c'est impliqué dans le day-to-day des opérations de la franchise. Donc, ils ont un impact qui va au-delà de ce qu'ils ont fait sur la glace. Moi, j'aurais plus penché pour qu'ils se retrouvent dans le cercle d'honneur avec Craig Anderson. Je pense que ça aurait été la place pour eux, comme ça devrait être la place pour Craig Anderson également. Ça devrait être la place pour des gars comme ça. Mike Fisher, peut-être, éventuellement. Patrick Lalime. Récemment, avec les opinions qu'il aimait, peut-être que c'est qui tu veux ramener dans ton giron, là, mais tant qu'à moi, Daniel Alfredson, jusqu'à maintenant, c'est le seul. Peut-être qu'Eric Carlson, que tu pourrais dire, à la fin de sa carrière, peut-être qu'il faudrait la peine de l'honorer et de retirer son chandail ici pour ce qu'il a fait pour cette équipe-là, mais en même temps aussi, pendant le temps qu'il prend sa retraite, il va probablement avoir joué plus longtemps pour les Sharks que pour Ottawa. Donc là, à moins que ça peut changer à quelqu'un d'autre en cours de route, là, mais. Non, mais c'est parce que là, il va revenir. Un gars qui a gagné 2 trophées Norris, qui aurait pu en raison gagner 3 vraiment, parce qu'il y en a l'année qu'il n'a pas, où ce que Drew Doughty l'a gagné. C'est son année. C'est la meilleure année de Eric Carlson. Ce qu'il a fait pour les amener en finale en 2017 également. On verra probablement jamais ça ici à Ottawa. Là, donc, c'était incroyable. Qu'il soit honoré comme ça, mais on verra dans le temps comme dans le temps. Il va probablement prendre la retraite ici. Là. Tu vas sûrement avoir un blog ou quelque chose où tu vas nous en parler. Non, je sais pas. Tantôt, tu parlais de Chris Neal puis de comment il était particulier et superstitieux. L'année passée, quand on a reçu Jean-Gabriel Pajot, il nous racontait que je pense que c'était son année recrue ou au début de sa carrière avec les Sénateurs. Il était assis à côté de Chris Neal dans le vestiaire. Et puis qu'il a lancé sa roulette de tape dans la poubelle entre lui et Chris Neal. Puis là, Chris Neal l'a regardé puis il a dit « Non, c'est ma poubelle. » J'ai comme l'impression que c'était peut-être pas une joke, finalement. Non, il avait l'air très maniéré, puis très joueur de tour aussi. Je pense que, tu sais, les histoires qu'on entend des joueurs, là. Puis si tu y faisais un coup, le retour était x10, là. Oui, en effet. C'est l'histoire qu'on entend de plusieurs de ses coéquipiers. Oui. Tantôt, tu as parlé de ton fils, François, qui a été repêché par les Sénateurs en 2012. Ça, premièrement, est-ce que tu t'y en attendais ou pas du tout? Cette année-là, quand lui a été repêché, il avait eu une bonne saison junior. On savait qu'il y avait des chances de se repêcher. Il y avait plusieurs équipes qui lui avaient parlé. Mais je veux dire, par les Sénateurs. Les Sénateurs l'avaient invité pour une évaluation, juste lui et un autre gardien d'Ottawa, Daniel Altschuler. Donc, je savais qu'il y avait un intérêt là. Rick Wamsley, qui était leur entraîneur de gardien à l'époque, l'avait regardé, l'avait évalué avant le repêchage, comme une dizaine de jours avant. L'agent, à l'époque, savait que les Sénateurs étaient un des clubs pas mal intéressés. Il y en avait une coupe d'autres, Montréal, entre autres. Montréal l'avait fait venir aussi au Centre Bell, pas au Centre Bell, mais à leur complexe d'entraînement à Brassard pour l'évaluer avec plusieurs. Il y avait eux qui avaient fait venir une trentaine de joueurs. Avec Montréal, il y avait un certain intérêt, puis Pittsburgh, il l'avait fait interviewer également. Donc, il y avait assez d'équipes qui étaient intéressées pour que l'agent nous dise OK, ça vaut la peine de venir à Pittsburgh pour le repêchage. Parce que tu veux pas aller au repêchage puis rester dans l'estrade à pas être repêché. Là. Donc, c'est ça, c'est qu'on a finalement pris la décision d'y aller. Puis quand on est une fois rendu là-bas, il y avait eu d'autres entrevues. Puis finalement, c'est ça, c'est Ottawa qui l'avait repêché en 6e ronde. Tu disais tantôt que tu étais là en journaliste parce que tu savais que tu serais pas assez bon pour faire carrière comme gardien dans le hockey. De voir son fils se faire repêcher, est-ce qu'on vit un peu son rêve avec lui? Comment on vit ça? Je ne dirais pas que tu vis. Moi, j'avais pas le rêve de jouer dans une salle. OK. Comme j'avais du fin fond du Saguenay à l'époque, là, c'était dur de se rendre midget 3A. Il n'y avait pas de midget 3A au Saguenay à l'époque. Donc, il fallait jouer pour 5 fois. Et c'est ça, le midget 3A de 5 fois, il y avait Patrick Roy qui... Comme j'ai lu le livre de Patrick Roy plus tard. Puis Patrick Roy, quand il s'est retrouvé midget 3A, le gardien avec qui il faisait équipe, le deuxième gardien, c'était un gars d'Alma contre qui je jouais. Puis ce gars-là, je savais qu'il était dans comme moi. Donc, moi, j'avais pas d'espoir de me rendre si loin que ça. Donc,
Après ça, mes jeunes, j'ai eu 3 fils, les 3 ont joué au hockey parce que c'est ça qu'ils préféraient quand ils n'ont jamais eu la pression de si t'aimes pas le hockey, faut que tu joues quand même. Puis quand mon plus vieux a décidé après Pee-Wee qu'il n'avait assez de jouer au hockey, lui, il est allé faire d'autres choses. Il a fait du triathlon, il a fait du vélo, du cyclisme. Il est allé au Québec le Québec était en vélo, en cyclisme. Donc, les gars, il n'y avait pas la pression. François, il était allé devant le filet. Il était un bon joueur d'avant aussi. Il aurait peut-être été bien fait comme joueur d'avant aussi, parce qu'il a fini par compter 3 buts comme C'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est vrai, Il était pas pire marqueur, Junior, il a fini avec 2 buts, 14 passes. Donc, le deuxième meilleur compteur de l'histoire du hockey junior du Québec, derrière Joey Théodore. Et lui, il n'a pas de but, c'était plus parce qu'il avait une bonne équipe. Il était habile pour refiler la rondelle au bon gars, au bon moment. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. C'est un bon gardien qui a fait son chemin. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de se rendre jusqu'au 15 ans. Il continue à poursuivre sa carrière. Il a une bonne carrière dans les mineurs. Il va continuer encore longtemps. Ça dépend de lui. C'est tant qu'il aime ça, puis tant qu'il a des bonnes expériences. L'année passée, il était gardien de l'année dans la CHL, donc peut-être qu'il y aurait des portes pour aller en Europe éventuellement. Il voulait se donner, l'année dernière, il a joué dans la Ligue américaine, donc il aurait aimé ça cette année, avoir cette chance à nouveau, peut-être essayer de mettre le pied dans la porte un peu plus dans la Ligue américaine. Mais les gardiens, il y a 2 par équipe, puis il y en a beaucoup qui viennent, qui arrivent de l'Europe, qui arrivent des juniors qui poussent, de l'universitaire, il y a des gardiens, il y en a de chance là. Donc, les équipes ont des espoirs qui ont repêché puis qui passent devant les gars qui sont dans la Ligue américaine depuis un bout de temps ou dans la Ligue East Coast. Donc, c'est pas facile, mais c'est ça. Il y a encore du plaisir. Sa passion encore. Laisse aller. C'est ça, c'est que c'est tellement à talent égal, là, puis c'est ce qu'on entend souvent dans des histoires. Qu'est-ce qui a fait la différence entre rester, Ligue américaine, puis tout d'un coup avoir sa chance? Il y a tellement de circonstances. Il faut que le gars en avant se blesse, puis des fois l'autre gars aussi, qui fait que là, tu as ta chance de 2-3 matchs, puis là, t'es vu, mais qu'il y en a autant d'autres qui sont peut-être talent égal, mais qu'eux, qu'est-ce que tu veux, les circonstances font que... Elle est très, très, très fine. C'est ça. Quand François est repêché par les Sénateurs, Chris Drieger est repêché en même temps que lui, en 3e round. Oui. Puis quand tu le regardais au camp d'entraînement, comme c'était biaisé, je trouvais qu'il était pas mal du même calibre, les deux. Puis à la fin de leur stage junior, les Sénateurs ont décidé qu'il y avait de la place juste pour en signer un. Ils ont signé Drieger, qui après 3 ans que les Sénateurs, il est passé majoritairement dans l'ICHL. Un petit peu dans l'américaine, puis il n'avait pas bien fait là, ce qui fait qu'ils l'ont laissé aller. Il s'est ramassé dans l'organisation des Panthers, a bien fait là dans l'américaine, a monté en haut. s'est avéré un bon backup pour Bobrovsky. Repêché repêché à l'expansion, c'est vraiment fait Seattle. Il y a un gros contrat. Il n'a pas eu une bonne saison l'année dernière. Cette année, il est blessé toute la saison. Donc, si vous avez regardé ces deux jeunes-là à 19 ans, tu n'aurais pas vu une grosse différence. La ligne était très, très fine. Leurs statistiques étaient très comparables. Souvent, c'était dépendant un peu de l'équipe qui était devant toi aussi. Donc, les gens ne réalisent pas à quel point la ligne peut être fine entre Kevin Mendelacey, qui a fait des séjours dans l'UCHL. Il n'y a pas une grosse différence entre lui et Matt Sogard. Ben, d'ailleurs, c'est quelque chose. Maintenant, Sogard est blessé plus souvent qu'à son tour. Si tu ouvres la porte à Mendelacey, il va-tu profiter de sa chance? Ça ne se profitera pas. C'est dur à dire. C'est ça. Philippe Gustafsson, il était sur le bord de la porte avec les Sénateurs. Il a eu une chance à la fin de la saison de 2 ans. Il a bien fait, ils l'ont protégé au repêchage d'expansion. L'année passée, il a moins bien fait, ils l'ont échangé contre Cam Talbot. Ça va très bien. Puis là, cette année, avec une bonne équipe, avec avec une équipe qui a des bons défenseurs, un bon système devant lui. Il paraît bien, il paraît aussi bien que Marc-André Fleury. C'est ça. Tu changes deux goalers équipe pour équipe, puis les performances restent les mêmes dans l'équipe. Où est-ce que, tu sais, fait que c'est-tu le gardien, la différence, tu sais. Le nombre de lancers que tu as, c'est ça. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour le fait que tu as des bonnes performances ou pas. Montre-moi une bonne défensive, je vais te monter un bon gardien, c'est ça? Ouais. Montre-moi un bon coach, je vais te monter un bon gardien. Aussi.
Eh là là. Hey boy, faut pas parler des sénateurs, là. Parle de coach, de gardien, OK, changement de sujet, la JP. Changement de sujet. Marc, il y a pas si longtemps, tu as écrit le livre Gorger, la vie trop courte de Roberto Bob Bissonnette. J'aimerais ça t'entendre, peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec qui est l'individu, qui était Bob Bissonnette. J'aimerais ça t'entendre un peu rapidement sur l'héritage qu'il a laissé sur la région de l'Outaouais, justement. Puis la relation que tu avais avec lui, j'imagine aussi. Là. Parce que les gens grand public l'ont peut-être connu un peu plus. Il commençait à être connu un peu plus avec ses chansons. Le monde connaissait ses chansons, puis ça commençait à jouer à la radio un peu, puis c'est là, malheureusement, qu'il est décédé. Mais l'Outaouais le connaissait depuis beaucoup plus longtemps que juste ses chansons. Ouais, moi, quand je couvrais l'hockey junior, c'est comme ça que j'ai connu Roberto. Il est arrivé avec les Olympiques en 98, si je ne me trompe pas. Pendant le verglas. Claude Julien était le entraîneur-chef, puis Roberto était un choix de 7e ronde qui est arrivé au camp d'entraînement en même temps qu'Alexandre Giroux, qui était le choix de 1er ronde, et Daniel Carmon, qui était le choix de 2e ronde, qui était 2 gars de Québec, qu'eux autres, en même temps des choix élevés, il y avait l'équipe, il était pas mal sûr de faire l'équipe. Mais Roberto, lui, est arrivé au grand entraînement, puis il a montré qu'il était prêt à tout faire pour défendre ses coéquipiers, puis à faire ce que le coach lui demandait, puis à être un joueur un glue guy, comme ils disent en anglais, un gars qui permet à la colle de coller dans un vestiaire, drôle, attachant, et puis donc il est rapidement devenu un favori de la foule, parce que justement, c'est ça, un gars tough. Comme ça, dans le vieil aréna Bob Garpin, c'était populaire. Donc lui, c'est ça. C'est à cette époque-là, moi je ne savais même pas à cette époque-là, mais l'été, quand je retournais chez lui, il jouait de la musique dans le garage avec ses amis. Il faisait des spectacles une fois de temps en temps. Le job stock chez Steve Jobidon était quelque chose de légendaire. Puis à partir de tout ça, c'est ça. Les Olympiques, il faisait des guitare autour du feu quand il faisait des sorties d'équipe. Puis, donc, à partir de là, les gars savaient qu'il avait un certain talent musical. Puis, quand sa carrière de joueur a fini, il a fait de différents travaux à Québec. Il a fini ses études. Il a joué pour Trois-Rivières, les Patriotes, qui a aidé à gagner une coupe au niveau universitaire. Puis, à travers tout ça, il est arrivé capitale de Québec, aussi au baseball. Au niveau du marketing, il a montré qu'il avait des bonnes idées pour amener du monde au stade. Puis à travers tout ça, c'est ça, il travaillait son projet musical. Il y avait des idées, des chansons qu'il avait écrites, Chris Chelios, Christina Palette et compagnie, que maintenant sont sur YouTube, que des gens ont vu des millions de fois. Moi, la première fois que je l'ai vu comme chanteur, c'était au parti de la Coupe de l'année de Maxime Talbot, parce que Maxime Talbot, il avait joué avec Roberto, puis il avait invité à ce moment-là, il commençait son projet de devenir Bob Bissonnette. Et puis, il a chanté la journée à Saint-Louis-de-Montarville quand Maxime a amené la Coupe de l'année là-bas. Et puis, à un party sur une île dans le coin de Boucherville après ça, avec les vilains pingouins et un paquet d'autres chanteurs que Max appréciait. Mais c'est Bob qui a volé le show en jouant Chris Chelios, la version non censurée. Non censurée, effectivement, qui est particulièrement drôle. Puis quelqu'un a filmé ça avec son iPhone 1, il a mis ça sur YouTube le lendemain. Et puis, en dedans d'une couple de journées, il y avait eu 5000 hits sur YouTube. Ah ouais, hein? J'ai pas 5000 amis qui vont aller sur YouTube voir ce que quelqu'un a mis, une petite vidéo d'une chanson, un spectacle comme ça. Puis, c'est ça. Fait qu'à partir de ça, Maxime Talbot a aidé à financer son premier album, Alexandre Giroux également. Okay. Et puis, son projet a décollé comme ça. Et puis, il est un génie du marketing, Bob. Il s'est servi des réseaux sociaux qui commençaient à peine, là, Twitter, Instagram, Facebook et tout ça. Facebook, il y avait 3-4 comptes, parce que c'est pas lui qui pouvait avoir juste 500 amis. C'est qu'il y avait Bob Bissonnette, il y avait Bob Bissonnette 2, il y avait Bob Bissonnette, Roberto Bissonnette, Bob Bissonnette fans d'Europe, fans. C'est qu'il y avait 4-5, puis à partir de ça, il invitait du monde à venir à ses shows, puis du bouche à oreille, c'est ça s'est fait comme ça. C'est parti
parti fort son affaire. Il a fini par faire trois CD, un quatrième posthume que j'ai sorti il y a un peu, une couple de mois après le livre que moi j'ai écrit. Donc, moi, le livre, je l'ai écrit un peu pour essayer d'être complémentaire. Il y a eu un documentaire qui a été réalisé, puis je pense qu'il passe encore à l'occasion maintenant à TVA Sport. Un très bon documentaire. Il a permis à ses parents d'écrire le livre pour lui rendre hommage, pour ramasser des fonds pour la fondation de Bobby Sennett, qui roule toujours. Il y a un tournoi de hockey l'été athlétique de Bobby Sennett qui ramasse environ 100 000 $ par année. C'est un party incroyable, ce tournoi de hockey-là. Si jamais vous êtes capable de vous monter une équipe pour aller jouer là, ça vaut la peine. Ça joue du Bobby Sennett pendant tous les arrêts de jeu. Entre les matchs, entre tes matchs, tu peux aller dans les salles. Il y a des chansonniers qui viennent donner des spectacles avec ses chansons. Puis ça, son œuvre se poursuit. Il est décédé, ça a fait 6 ans en septembre qu'il est décédé d'un accident d'hélicoptère. Et puis en revenant d'un mariage à Caraquette. Ça a été bien triste, mais ce qui est bon de voir, c'est que son souvenir demeure bien vivant. Son frère Patrick, sa famille, ses amis de Québec et de partout, en fait, gardent son souvenir bien en vie. Puis avec le livre, c'était un peu ça aussi. Puis ça a été quand même un bon succès au Québec. Là, environ 8500 copies de vendues la première année, alors que 5000, c'est un best-seller. Donc, bien content du produit final. Là. Ben oui. Bravo. Puis Alex Marchand, quand il est venu nous jaser il n'y a pas longtemps, qui nous disait qu'une de ses chansons qui est maintenant au Slush Poppy quand les Olympiques marquent, c'est ça? Je suis pas allé au Slush Poppy encore. La machine à scorer. Voilà. La machine à scorer version symphonique, c'est son dernier album. C'est ça, comme un bel hommage. Moi, quand il était jeune, depuis de 4 ans jusqu'à 12 ans, il avait pris des cours de violon, donc c'est comme ça qu'il a appris la musique. Puis, pendant de son vivant, il avait organisé un voyage au Palais Montcalm à Québec avec une vingtaine de violons et de basses, de contrebasses et tout ça. Donc, il y avait un projet. L'été, avant son décès, il travaillait là-dessus. Donc, il y avait plusieurs éléments vocaux qui étaient déjà enregistrés. Donc, après ça, son père, Patrick, a repris le projet, puis sorti un album symphonique de Bob, qui est excellent d'ailleurs. Tu disais le livre, si les gens l'achètent, j'imagine qu'il est toujours disponible en librairie. Oui, Archambault et compagnie. Oui. Puis ça, les fonds vont à la fondation. Oui, moi, la moitié de mes redevances vont à la fondation. Parfait. Bon, on encourage les gens à aller se le procurer si c'est pas déjà fait. Marc, en terminant, on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Donc, tu es un gardien, tu devrais pas avoir de problème avec ça. On te pose une série de questions. On te pose une série de questions rapidement, puis tu réponds comme ça vient. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. OK. Donc, considérant que tu viens de Arvida, quelle est ton expression préférée de la région? Ah, mon expression préférée, wow. Un cutter. Un cutter. Un classique. J'imagine ça, on demande. Non, on va demander aux gens de nous écrire pour savoir c'est quoi. Un cutter au Saguenay, c'est la chaîne de trottoir qui est à côté du trottoir. C'est ça. Oh, wow. Tu sais, d'un côté de la rue, tu marches sur le trottoir. De l'autre côté, il n'y a pas de trottoir. Il y a juste une bordure de large tout le long. Tu peux marcher dessus, mais c'est plus dur. Ça, c'est un cutter. Ça, c'est un cutter. Ah bon? Tu pognes le cutter avec mes robots. Un week-end de sport de tes rêves. C'est encore d'aller voir jouer. Quand mes jeunes étaient jeunes, c'était d'aller voir jouer eux autres, d'aller dans les tournois de hockey. Je suis assez chanceux que François joue encore, donc quand j'ai une chance d'aller le voir jouer, c'est toujours le fun. Alors, puis c'est ça, cette année, il joue au Maine, il est quand même pas si long que ça. Je suis allé voir un match à Adirondack avant les fêtes, puis fin janvier, je suis allé voir au Maine également, donc c'est encore le fun de voir un des jeunes jouer là. Ça rappelle de bons souvenirs de quand je coachais les gardiens de leurs équipes. Souvent, j'ai coaché l'équipe de François comme coach de gardien, mais les équipes de mes 2 autres fils également. Puis, c'est ça. Ils pratiquent à 7-8 heures le matin, et compagnie, ça rappelle des bons souvenirs, puis les tournois, puis
Ouais, c'est encore ça, mon C'est plus... encore ça. c'est ça. C'est le Quand fun j'ai joué qui la pas, hein? classique de Bob Bissonnette, quand j'ai lancé le livre, je suis allé jouer la classique de Bob Bissonnette aussi avec une équipe qui s'appelait, on les appelait les Olympiques, avec Bruno Lemire et Daniel Clermont, une couple d'autres Yann Courville, des anciens Olympiques qui se sont joints à moi pour faire une équipe avec quelques autres joueurs de mes ligues de garage, des amis, tout ça. Ça a été assez le fun aussi. Marc, ton après-carrière de journaliste, ça sera quoi? Oh boy, je sais pas. J'ai pas. Pas de plan? Je pense parce que je suis rendu. Ouais, tu penses, mais t'es pas prêt, là. Ouais, t'as 58 ans. J'y pense, là, mais vraiment, on me paye encore pour regarder les matchs de hockey. Ça fait que je vais Tu vas le faire ça prendre. pour encore longtemps possible. Après ça, ben, je sais pas. Je n'aillerais pas ça devenir un dépisteur pour une équipe de peut-être junior majeur pour C'est bien. Ça fait une belle après-carrière. un gardien de but. Donc, Ouais. je me souviens qu'à un moment donné, Charlie Henry m'avait consulté sur quand lui était dépisteur pour les Coyotes. À un moment donné, il m'a demandé si je pensais qu'il était le meilleur entre Corey Crawford et Jeff Drouin-Deslauriers à l'époque, qui étaient deux anciens du Jet 3 de Gatineau qui ont eu des bonnes carrières juniors. Puis c'est ça, je lui avais dit, ben je pense que Drouin-Deslauriers, il coche en arrière, mais il a le potentiel de jouer. Puis il a joué dans effectivement les Américains, un peu les Mississippi Oilers. Donc Charlie respectait mon opinion pour les gardiens de but. Donc peut-être que je pourrais avoir un œil qui pourrait servir à quelqu'un quelque part même. D'après moi, les sénateurs, ils ont peut-être besoin de ça ce temps-ci. Là. Ouais, Un œil pour les gardiens de but. Marc, dans le cadre de ton métier, tu dois utiliser souvent ton cellulaire et ton ordinateur, j'imagine. Donc là, je te donne le choix de ne pas en utiliser un. Donc, tu dois choisir entre l'ordinateur et le cellulaire. Qu'est-ce que tu gardes? Oh boy. L'ordinateur, j'imagine, parce que l'ordinateur, c'est plus pratique d'écrire un texte de 700-800 mots ou plus. Écrire un livre, ça prend un ordinateur, alors que le cellulaire, ben, puis Twitter et compagnie sont tous sur l'ordinateur aussi. Là. C'est une bonne réponse. Ça me ferait pas de tort, peut-être, de servir de mon téléphone un peu. Ouais. Et la dernière question, il y a un débat dans tout le Québec. À savoir, pour toi, Marc, une tourtière du lac, un cipote ou un pâté à viande, qu'est-ce que tu manges et quel est ton mets préféré? Moi, je préfère une tourtière. La tourtière du lac. Attends. C'est plus du Saint-Dibat du Saint-Laurent. Puis un pâté à viande, c'est un pâté à viande. Ouais, et voilà. C'est ça, un gars JP. Ah. Ça, c'est des notions que moi, je comprends pas, là. C'est pas grave. Ça fait 2 ans qu'on fait le podcast, il comprend pas encore. C'est comme la sauce sucrée dans la poutine, ça, je comprends pas ça non plus. Tourtière, c'est idéalement bœuf veau plus peut-être d'orignal, chevreuil. Des viandes sauvages, ça ajoute beaucoup à une tourtière. Puis je suis bon pour faire l'intérieur, mais j'ai aucune habileté pour faire la pâte. Ouais. Je me rappelle, t'avais... Il faut aller au Saguenay pour en avoir une vraiment bonne. Ouais. Puis est-ce que Marc, t'es du genre à manger ta tourtière avec du ketchup ou sans ketchup? Avec ketchup. Avec ketchup. Ben oui. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas correct, là, mais... Ah non, mes tantes, il fallait pas mettre du ketchup sur le tourtière. Ça, c'est un autre débat, ça. Ketchup maison, ça serait peut-être probablement meilleur. Ouais, ketchup vert. Aussi. Ketchup aux fruits. Sauf que toi, Pascal, tu mets de la crème dans ta salade, là. Ben oui, la salade à crème avec la tourtière. Ben oui. Hey, on se part un livre de recettes, c'est fait. Ce sera pas long. Red champagne, tourtière, salade à crème. Poutine, sauce sucrée. Et voilà, le mix parfait de la région. Ouais. Voilà. Donc, Marc, on peut continuer à te lire à tous les jours dans le droit. On peut te suivre sur Twitter au M Brassard. Et ton livre Gorché est bien sûr en vente dans toutes les librairies. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci beaucoup. Alors, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu ramasser 3 gars de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean sur un même podcast des sénateurs d'Ottawa. Spécial Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay represent, Saguenay-Lac-Saint-Jean represent. Un épisode plein de tourtières, de pâte à viande. Puis de coteurs.
cotard. On a revenu sur plusieurs expressions. D'ailleurs, quand on a raccroché avec Marc Brassard, on a jasé encore un peu, puis il dit « Hey, je pensais pas qu'on allait parler autant du Saguenay. » Je pensais qu'on allait parler plus du hockey. Mais regarde, faut bien en parler. Exact. Fait que là, le mot de la fin, comme le dernier épisode de Boité. J'imagine que le mot de la fin, c'est Remington, non? Remington. Remington, c'est bon, ça. Bon, ben, messieurs. The Menon. C'est quoi ça? The Menon. Tu te rappelles pas, là? Non. Je voulais sortir toutes les annonces de rasoir. From Menon, là. Menon, c'était comme Gillette, là. C'était une autre compagnie qui faisait des produits pour hommes, là. Puis dans leurs annonces, à la fin, ça disait The Menon. Fait que je vais trouver un clip. C'est plus que clair. C'est clairement sec. The Menon. Pour moi, c'est clair. Parce qu'il y a une bonne mémoire pour toutes ces affaires-là. Hein. Ouais, j'ai pas de mémoire pour... Ma femme a dit tout le temps que j'ai pas de mémoire pour rien, sauf pour tous les films, les annonces, les 2 minutes du peuple, tout ce qui date des années, tout ce que j'ai écouté dans mon enfance, toutes les annonces à la TV, je me rappelle toutes. Mais maman pas ce qu'on a mangé hier, ou c'est quoi j'étais supposé d'aller acheter à l'épicerie. Je m'en rappelle pas. Bon, ben, sur ça, Yes. Drop Remington. Yes. Bonsoir. Bye-bye. Bonsoir. Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien pour souligner mon départ. Je serai pas intronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier pis de tous mes joueurs préférés. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes patins. Je pense à toutes les coups de poing que j'ai mangé sur le nez, à toutes les fois où j'ai joué et blessé ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées, puis mes jointures commencent à être maganées. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau. Je suis peut-être pas Guy Lafleur, mais je n'ai fait des tours du chapeau. Ma petite carrière passe sous le silence, ça y est, je tire ma révérence. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes patins.